Ouais, je l'ai fait à l'habitude, mais voilà, on est en train de se questionner sur comment on va angler cet épisode. Donc autant le dire dans l'épisode, tu vois, c'est mieux. Le venture industriel, donc comment investir dans l'industrie en 2024, c'est ça l'idée. Est-ce que tout ce qui est start-up industriel a vocation à être financé par le venture capital? Et pourquoi ça aurait pas vocation à être parce que c'est du capex, c'est ce qu'on dit, c'est ça, tu dois investir fortement dans des usines, du matériel, du lourd, du dur, et que tu dis que finalement, contrairement aux entreprises tech, ça peut pas scaler de ouf, c'est ça l'idée? Alors, avec Alvo Market, je pense que tu sais bien que les valos de certaines boîtes, une fois qu'elles sont relativement matures, c'est 1 à 2 fois le chiffre d'affaires. Et qui de mieux aujourd'hui que d'accueillir Tristan d'Oumiami pour nous expliquer si oui ou non l'industriel peut être une solution de venture capital. Donc, salut Toi, Tristan. Alors en fait, le modèle est forcément un petit peu différent parce que déjà, en fait, pour monter une usine, il faut vraiment être soit déjà un grand industriel établi qui a les moyens de financer la construction d'une nouvelle usine. Tesla. Et qui peut exploiter les canaux de distribution qui sont déjà existants. Soit il faut réussir à trouver un élément très différenciant. Et cette différenciation, en général, on la trouve par la technologie. C'est-à-dire on développe une technologie qui permet de créer un produit très désirable que personne d'autre sur le marché arrive à créer. Comme toutes les boîtes qui font de la protéine animale, il y en a quelques-unes en France, donc ils te font des espèces de fermes finalement de grillons, ou trucs comme ça, c'est un peu ça, non? Alors, ces industriels-là, ils ont un avantage par rapport aux startups, c'est qu'ils ont suffisamment de ressources pour pouvoir investir dans un outil industriel avec un risque technologique faible. Parce qu'ils ont un autre avantage, c'est qu'ils ont déjà les canaux de distribution, ils ont déjà une marque qui leur appartient et qui leur permet effectivement de se lancer dans de l'industrie, dans des choses qui sont relativement nouvelles, mais déjà dérisquées sur le plan technologique. En revanche, si on a un nouvel acteur, on est obligé d'avoir une différenciation forte. Et cette différenciation forte, elle passe par un risque. D'accord ? Et le développement d'une technologie industrielle, c'est déjà quelque chose qui prend au moins 4 ans. C'est très très rare de voir des entreprises mettre moins de 4 ans à développer ces nouvelles technologies. Et ensuite, une fois que ces 4 ans sont passés, il faut passer à l'échelle. Il y a des années qui passent. Et pendant tout ce temps, le marché change. Donc c'est un pari énorme. C'est un pari énorme parce qu'on investit à un instant T pour pouvoir faire du chiffre d'affaires plusieurs années après. Ma première réaction, ça a été quand tu as parlé de 4 ans. Je pensais à Tesla, justement. Il y a Elon Musk qui disait, en fait, moi, mon usine en Allemagne, je vais la faire en 2 ans ou 2 ans et demi, alors que tous les autres industriels de l'automobile mettent plutôt 4 ou 5 ans à sortir une vraie usine d'assemblage. Seulement la différence entre ce que je prends comme exemple là, j'imagine, en t'écoutant, et ce que tu viens de dire, c'est que lui, son usine en Allemagne, elle existait déjà en Californie ou ailleurs en Chine. Enfin, il l'a peut-être améliorée, j'imagine, le connaissant très bien, c'est un bon pote. Eh bien, il l'a forcément amélioré, mais en revanche, il part d'une base existante. Vous partez d'un truc, c'est le néant, en fait, c'est ça. C'est ça. Construire une usine, ça prend au minimum 1 an. 1 an, c'est très très court. Et ça prend plutôt 3-4 ans, en fait. Mais ça, c'est quand on est sur un modèle établi. Quand Tesla est né, en fait, il y a eu des années de recherche et développement. C'est quoi, c'est début 2000? Oh là, ouais, t'es entre 2000 et 2005, ouais. Il y a eu des années de R&D. C'est un rachat de sa part. Ouais. Pardon, ouais. Donc, en fait, ces années de R&D, c'est plusieurs années déjà. Et une fois que la R&D est arrivée à terme, il reste le passage à l'échelle. Le passage à l'échelle, c'est extrêmement risqué. Et pour revenir à la question de départ qui était est-ce que le venture peut financer de l'industrie ? Je pense qu'on a des bons exemples de succès. Je veux dire, Nvidia, c'est une boîte industrielle aussi. Donc c'est entièrement possible. Les multiples potentiels d'investissement sont énormes. La grosse différence entre une entreprise SaaS typiquement et une entreprise industrielle, c'est que avant de valoriser une entreprise sur un multiple d'EBITDA ou un multiple de revenus, il va se passer plus de 10 ans. Ouais, et ça, c'est l'enjeu pour des fonds de venture. Exactement. Quand je t'entendais dire 4 ans, le fonds de venture, je pense que 100% des fonds de venture dans le monde, les agréments de l'AMF, américains, c'est de dire vous investissez pendant 5 ans et vous désinvestissez pendant 5 ans. Et donc, ça veut dire que tu es supposé lever l'argent, l'investir, le rendre en moins de 10 ans. Et donc, quand je t'entends et tu dis, en effet, t'imagines pour un fonds de pré-seed, seed, qui veut investir à ton premier tour,
En fait, il faut que dans sa tête, il se dise, bon, bah, soit je sors à la série B, série C, ou soit il faut que je convainque mes investisseurs de leur dire, attendez, ça va prendre un peu plus que 10 ans. Donc, c'est pour ça que il y a cet enjeu aujourd'hui. Je pense que la BPI est un gros acteur pour pousser les fonds et même les boîtes indus à aller voir des fonds de VC. Mais il y a un vrai enjeu à arriver à prouver à chaque investisseur, dépendamment de son étape, seed, pré-seed, seed, série A, qu'elle peut lui faire un retour intéressant dans le time frame qui est le sien, quoi. Alors, pardon, vas-y. Ouais. Alors, en fait, ce qu'il y a, c'est que les opportunités d'exit sont très très différentes dans l'industrie que dans le reste du monde du venture capital. Ça n'empêche pas de faire des gros retours sur investissement dans les 10 prochaines années. Ouais, je suis sûr. Parce que, en fait, on peut avoir une entreprise qui n'a pas d'EBITDA et qui a une très très grande valeur. Et nous, on le voit par exemple. Ça c'est classique dans la tech. Hein. Les entreprises qui n'ont pas d'EBITDA et qui ont une très très grande valeur. Mais qui ont de la liquidité en fait. Non, mais oui. Pardon, ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le rationnel d'investissement n'est pas le même. Parce que par exemple, quand on investit dans une boîte qui ne fait pas d'EBITDA, mais qui n'a pas de CAPEX, l'EBITDA en général, il est à vue dans les années qui viennent. Ouais. Et c'est comme ça qu'on peut rationaliser l'investissement dans l'industrie. Ça peut prendre beaucoup plus longtemps. Et par contre, on se rend compte d'une chose. Typiquement, nous, on est dans la viande végétale. Et des usines de viande végétale en Europe, il n'y en a pas beaucoup. Oui, c'est ça. Et donc, CapEx, c'est l'investissement, on le disait au tout début, mais donc l'immobilisation, capital extensif, c'est ce qu'on dit, ou capital, oui. C'est l'investissement en capital expenditures. Expenditures, merci. Et donc, là-dessus, ça veut dire, ce que tu dis, c'est que si tu as une usine de viande végétale en Europe, à un moment où en fait le truc est en plein boom, tu peux avoir ne serait-ce que plein de concurrents qui vont se dire, alors déjà tu vas capter beaucoup de marchés, et puis tes concurrents ils vont se dire, bon, je veux le racheter parce qu'en fait j'ai vraiment besoin d'être capable de faire ça parce qu'il a 4 ans d'avance, en fait, c'est ça? En fait, c'est un avantage énorme, le fait que très peu de fonds de venture capital investissent dans du CAPEX. Ça fait que quand vous avez une startup qui est industrielle avec un actif industriel, vous avez un avantage compétitif énorme en comparaison des autres. Parce que l'usine en tant que telle, c'est un actif premièrement pour faire plus de marge, parce que si on sous-traite la production, forcément on fait beaucoup moins de marge. Et puis ensuite, c'est un argument de vente qui est extrêmement fort. Quand vous êtes une startup et que vous dites que vous arrivez à maîtriser toute la supply chain, depuis l'ingrédient jusqu'au produit final, en fait, le risque perçu par les clients, que ce soit les distributeurs de restaurants, les chaînes de magasins, est beaucoup plus faible. Parce qu'on ne dépend pas d'un tiers. Okay. Et donc, avoir une usine sur un marché qui est intéressant, nous, notre usine, elle est en Europe. Donc forcément, c'est un marché intéressant. C'est en soi quelque chose qui a énormément de valeur. Donc l'entreprise, aujourd'hui, a une valeur stratégique liée à cette usine. Toi, en création de valeur, tu n'auras jamais vocation à aller licencer ta technologie à des usines. J'invente, tu vas aller vite aux États-Unis, vite en Chine. Tu dis, vaut mieux essayer de monter mes propres usines, même si ça me prendra un peu plus de temps. Et ça va créer plus de valeur pour mes actionnaires, mes collaborateurs et toi, que d'essayer de licencier rapidement à une boîte qui fait déjà de la production. Alors, licencier rapidement, c'est très difficile parce qu'en fait, il faut prouver le modèle. Sur une technologie innovante, il y a un gros risque de passage à l'échelle, de l'échelle labo à l'échelle industrielle. Vous pouvez avoir quelque chose qui marche très bien au labo et pas du tout dans une usine. Et toi, tu y es arrivé? Nous, on y arrive. On y arrive, mais ça fait 3 mois qu'on produit dans une usine. Et avant ça, tous les fonds d'investissement se disaient, en fait, si la techno ne marche pas à l'échelle industrielle, on perd tout. Ouais. Pas d'autre option. Donc nous, on a dérisqué la technologie maintenant. Et aujourd'hui, donc, je pense qu'on a encore un peu de travail pour augmenter les performances, diminuer les coûts et réussir à montrer la résilience du modèle. Donc je pense que voilà, il nous faut 6 à 8 mois de travail pour aller encore un peu plus loin. Mais en fait, à partir du moment où vous avez une usine qui tourne et vous arrivez à prouver que les produits, vous arrivez à les vendre beaucoup plus cher que vos coûts de production, ce qui est possible puisque le produit est unique. Donc du coup, ce qu'on appelle la willingness to pay est plus élevée, c'est-à-dire que les clients sont prêts à acheter le produit à un prix plus élevé. Donc là, vous arrivez à démontrer qu'il y a un modèle qui fonctionne et vous intéressez des industriels qui ont des grandes usines dans lesquelles ils pourraient positionner des lignes de production en plus, qui là pourraient proposer des modèles de licence.
Et ça, chez Miami, on D'accord. regarde, évidemment. On a déjà eu des propositions. On a une proposition d'un acteur canadien qui veut construire la même ligne de production que nous au Canada. On a des acteurs japonais, des grands conglomérats japonais qui nous proposent la même chose. Donc, c'est quelque chose qu'on réfléchit. Parce que c'est aussi un modèle différent du modèle qu'on a créé, qui est le modèle de base, qui est la première brique essentielle pour pouvoir faire un modèle de licence. Mais c'est vrai qu'un jour, on va vraiment se poser la question. Parce que le jour où vous avez un modèle de licence, en fait, vous avez du cash qui rentre, mais aucune dépense associée, si ce n'est quelques allers-retours peut-être d'un de vos ingénieurs pour aider pour la maintenance, pour Ok. former les équipes. Il y a un énorme risque quand même au milieu, j'imagine, parce que si j'ai bien compris, tu peux être un peu parano sur votre secret industriel et j'en conviens, je pense que justement, on parle vraiment d'industrie, là, c'est autre chose que des lignes de code, mais c'est quand tu commences à faire ce genre de choses, enfin, on l'a vu à un moment sur l'export justement d'industrie au Japon, puis ensuite Taïwan, Chine, etc. En fait, tu balances ça, si demain tu ouvres ton usine en Chine, à Shenzhen, je donne pas cher de la longévité ou de l'unicité ou Miami ici. En fait, l'essentiel, c'est comme dans tous les business, hein, c'est de trouver des partenaires commerciaux qui sont dignes de confiance. Et en fait, Commerciaux, c'est ceux qui vont aller acheter le produit fini ou qui vont le produire? là, dans la discussion qu'on a en ce moment, c'est vraiment le modèle de licence. Ouais, C'est-à-dire, ok. Donc le l'entre- producteur. Le producteur qui va licencier la technologie. Ok. Et il y a énormément d'entreprises qui sont dignes de confiance, non pas parce qu'elles sont altruistes, mais tout simplement parce qu'elles ont intérêt à montrer patte blanche quand elles vont refaire des modèles de licence après. Et donc il y a des entreprises Ouais, je vois ce que tu en veux dire. lesquelles on peut faire confiance et qui pourraient demander ce modèle de licence et qui pourraient respecter la propriété intellectuelle. Et en fait, la protection de la technologie, ça passe par un très grand nombre de choses. C'est non seulement le savoir-faire, donc la ligne de production, l'équipement lui-même, c'est aussi des brevets. Hein. Nous, typiquement, on a un brevet à l'échelle du monde qui est le brevet qui couvre le procès de fabrication qui est commun à n'importe quel type de filet de viande et de poisson. D'accord. Que t'as appelé. L'humisation, qui manière vient très- du nom Umiami, en fait, le nom de mon entreprise. Ok. Et du coup, on a la protection de la propriété intellectuelle, c'est plein de briques finalement. Il y a le secret, le savoir-faire, les équipements, les brevets. Et en fait, on peut encore en rajouter une, c'est dans le cas où on n'a pas forcément un modèle de licence, voire même avec un modèle de licence ça peut fonctionner, c'est une marque. Mais tu vois, je me dis, ok, mais tous les constructeurs auto, les constructeurs de trains, les constructeurs d'avions, même les constructeurs de centrales nucléaires se sont fait pomper leurs trucs. C'est pas quand même des gros niais qui font ça avec n'importe qui. Tu vois, il y avait des accords un peu de transfert de compétences, mais enfin, à la fin, il y a eu dans l'industrie énormément de plagiat, inspiration, choses comme ça. On peut se dire aussi que ça fait partie du game et que toi, tu dois avoir un coup d'avance. Alors, c'est vrai qu'il y a du vol de propriété intellectuelle et surtout dans notre industrie, l'industrie agroalimentaire, hein, c'est très très fréquent. Maintenant, bon, il y a toutes les protections que je viens de mentionner et il y a des entreprises qui sont des modèles qui ont réussi à vraiment bien licencier leur technologie. Je Quel pense à type Ferrero par exemple. Ferrero, les chocolats? Ouais, ils Le ont. Nutella par exemple? Il me C'est semble pas que, les mêmes, hein, aussi. il me semble Si, c'est que les mêmes, même, ça va. même le Ferrero, je pense qu'il y a une technologie derrière qui a pas été copiée. Regarde, Ça- ça a beau être plein d'huile de palme, t'as jamais fait aussi bon que le Nutella. De toute façon, j'ai à peu près tout Ouais. essayé. Mon cœur balance pour le bonne maman, si vous l'avez pas essayé, mais Ok. c'est à peu près, J'essaierai. je reste là, dans le sens d'huile de palme, il n'y a rien de mieux. Par Ouais, donc toi tu dis, non mais c'est intéressant, tu dis, en effet, il y a eu des exemples où... Bon, je pense que tu as raison, ça fait partie du game. Il faut se dire, et ton brevet, de toute façon, c'est quoi? C'est 10, 15, 20 ans? Au bout de 20 ans, les gens ont le droit de voir plus en détail où il En y fait, a... le brevet, il est public. N'importe qui peut Ouais, prendre pardon. le brevet. Mais en fait, le brevet, il va couvrir suffisamment le procédé pour empêcher quiconque de s'inspirer de ton procédé Ouais. pour faire la même chose. Mais il n'y a En pas re- tous les détails. En revanche, autour de ce brevet, il y a énormément de savoir-faire et il n'y a pas seulement le brevet. C'est-à-dire que nous, typiquement, on explique comment on fait des fibres, d'accord, dans les gels protéiques qui sont complètement homogènes, mais on n'explique pas comment on fait tout le reste. Et dans tout le reste, il y a aussi des mois de travail pour une équipe de 100 personnes, enfin des années de travail même. Donc c'est quand même pas facile de copier.
Je voudrais revenir sur juste la partie investissement, déjà à l'origine, pour revenir sur le cadre originel de ce podcast. Euh, Évidemment, on voit des exceptions. Je veux dire, tu as été early investor de Tesla. Alors, si je vous invite à lire la bio d'Elon Musk, hein, quand même, elle est, euh, même si ça fait très geek et on va enfoncer, enfin geek du business de dire ce genre de truc, mais tu l'as lu ou pas? Il paraît que le bouquin est top. Ouais, ça fait un mois que j'ai Arnaud l'a commencé, lu. Il j'en paraît suis qu'il qu'à l'a dévoré. 25%. Bon, je vais in and out. Je lis d'autres bouquins en même Oui. temps, mais c'est un sacré pavé, très très précis, etc. Mais donc, bon, bah, évidemment, Tesla, même SpaceX, en fait, t'arrives. J'entendais. Attends, petite colle quand même, j'ai entendu ça en début de semaine. Combien de lancements commerciaux y aura-t-il de Ariane cette année, en 2023? 4. 4. Et combien SpaceX? Attends, combien Ariane? Tu dis 4. Toi, tu dis 4? Ah non, Ah, ouais, ouais. 4. Ou Allez, non. je dirais une dizaine, comme ça, c'est... Un. Ah ouais? Il y en aura un, puisqu'il va y avoir l'inauguration juste avant les JO. Donc, et puis un deuxième prévu en deuxième semestre, ok? Ok. Donc un. Après, il devrait y en avoir peut-être une dizaine, une douzaine, je sais pas, etc. Combien de SpaceX? Il y en a un par jour? 144, tous Ouais. les 2-3 jours. Ouais, mais ça coûte quoi? Ça coûte 144. 4 fois moins cher ou 5 fois moins Non, cher? mais donc tu vois, oui, mais ça, il y a 3 ans, en fait, il y a 4 ans, on entendait encore à la radio, oui, c'est que l'Europe est devant la NASA, on envoie des trucs dans l'espace. C'est vrai que 4 ans c'est long, mais à la fois c'est passé à une vitesse. Lui, il avait ça en tête, il avait ses fusées qui étaient prêtes, personne n'y croyait, puis tout d'un coup, boum. Puis alors là, quand t'es parti, je veux dire, t'entendais justement exactement ce que t'es en train de dire là. Ça devait être Dominique Seux sur Inter ou quelque chose comme ça qui a raconté. Il dit, bah maintenant, avant de rattraper quelques retards que ce soit, t'en as pour longtemps, quoi. Tu vois, Ouais, ça genre va être- 3, 4, 5, 6 ans avant, même, tu vois, un lanceur qui est capable de se reposer euh, sur la Terre avant de le proposer en Europe, voilà. Et demain, la personne qui rattrape SpaceX, contrairement à SpaceX, devra être concurrente de SpaceX. Exactement. Et donc, l'incentive pour les copier, elle est plus faible. Hmm. Donc, c'est là où, en fait, dans l'industrie, il y a une vraie barrière à l'entrée qui est pas forcément aujourd'hui très très bien comprise des acteurs du venture capital, parce que c'est très nouveau de faire du venture capital dans l'industrie. Mais en fait, il y a cette barrière à l'entrée qui permet de faire des mastodontes, des Nvidia, des SpaceX, etc. Et ces boîtes-là, oui, clairement, ça représente des retours sur investissement potentiel juste faramineux. C'est énorme. Alors, il y a beaucoup d'histoires de légal quand même autour de ça, parce que justement, tu parlais de brevets, de choses comme ça, de copies, de potentiellement... moi, je pense à un autre secteur proche de Tesla, d'ailleurs, parce que je crois qu'il est aussi dans les panneaux solaires, Elon Musk. En tout cas, il est dans pas mal de choses. Mais Ouais. les panneaux solaires, par exemple, en Europe, il y a une usine qui est sortie en Allemagne il y a 2 ou 3 ans, qui est state of the art. Tu es vraiment dans ce qu'il y a de mieux. En fait, là, elle est en train de fermer parce que, comme les Américains ont fermé leurs portes aux Chinois, nous, on se fait envahir de panneaux solaires chinois, on n'est pas du tout compétitif. T'as beau être de la meilleure entreprise limite du monde, il y a un moment où en fait le politique peut quand même être très influent sur ta donnée. Non? Ça fait partie des risques. Et nous, on voit ça en France d'ailleurs en ce moment. Il y a un décret qui est assez particulier, disons, des politiques français. Sur la viande animale, viande végétale, c'est ça. Enfin, Exactement. Donc en qui n'est fait, pas de la viande. Donc... ce décret dit le consommateur ne peut pas comprendre si on écrit steak végétal sur un packaging que c'est fait à partir de végétaux. D'accord? Non, Donc, les consommateurs sont tous cons. voilà, exactement. sûr. donc ça vous interdit d'utiliser le mot steak, d'accord, pour protéger le consommateur d'une tromperie gigantesque. Bien sûr. Ce décret-là, il ne s'applique que sur les entreprises qui produisent en France. Incroyable, j'ai vu ça. Donc du coup, si vous êtes un acteur français qui vend en France, vous ne pouvez pas appeler votre steak végétal. Par contre, si vous produisez aux Pays-Bas, aux États-Unis, c'est bon, vous avez accès au marché. Tu peux pas écrire comme Just Egg avait fait, ceci n'est pas un steak végétal Non, sur tu peux le pas. packaging. Tu peux pas avoir le champ lexical de la viande sur la dénomination de ton produit. packaging. Moi je dis bah tiens c'est pas du steak végétal. C'est fou, non mais ça c'est complètement débile. On va essayer de donner de la force à ce bout de vidéo pour que ça s'arrête, ça, mais c'est complètement idiot. Après, tu te dis, là-dessus, j'imagine qu'ils ont quand même une bonne raison. Pourquoi les industriels français voudraient empêcher d'autres industriels français
Quel intérêt est laisser les étrangers rentrer? En fait, l'idée, je pense pas qu'à la base, c'était de pénaliser les Français spécifiquement. En fait, le problème qu'ont rencontré les lobbies de la viande quand ils ont fait ce décret, c'est que vous pouvez pas empêcher les entreprises étrangères de faire quelque chose qui est complètement légal. Hmm. Et en fait, ce que fait la France, c'est un peu contradictoire à tout l'esprit de la loi à l'échelle européenne. Tout simplement, enfin, ça peut pas marcher. On peut pas interdire demain Nestlé d'écrire un steak végétal sur son packaging de steak végétal. Par contre, vous pouvez le faire sur le territoire français parce que la France est souveraine sur son propre territoire. Et du coup, en fait, on se retrouve sur un décret qui n'a ni queue ni tête et qui va pénaliser les acteurs industriels locaux. Ensuite, toi, je pense à Umami, toi, aujourd'hui, quand tu vends tes produits, tu vends surtout à l'étranger. Donc... Ouais, exactement. Aujourd'hui, on fait plus de la moitié de notre chiffre d'affaires au Royaume-Uni, donc on n'est pas concerné par cette réglementation à très grande hauteur pour le moment. Mais c'est vrai que le marché français, c'est évidemment un marché qui nous intéresse parce qu'il y a une vraie histoire à raconter à tous les acheteurs français qui ont envie de soutenir l'industrie locale. Et aussi, il y a une histoire environnementale, c'est-à-dire que les produits viennent de France, donc la logistique est beaucoup plus simple. Et donc, le marché français nous intéresse. Toutes les matières premières aujourd'hui sont françaises? Quasiment toutes. Ouais, on a une matière première qui vient de Belgique. Ok. Et moi, ça me fait quand même penser, je reviens alors à Tesla, parce que producteur automobile, enfin assembleur automobile, d'ailleurs, ils sont plus qu'assembleurs Tesla, justement. C'est un peu ça, si tu reviens sur le début de l'histoire. À l'origine, ils assemblaient chez Lotus, leur toute premier véhicule, et puis en fait, ils faisaient passer c'est ce qu'ils expliquent dans ce livre, hein, mais des pièces détachées dans le monde entier qui faisaient 3 fois le tour du monde. Voilà, ils galéraient. En fait, ils se sont mis à produire un peu toutes leurs pièces détachées, tout designer eux-mêmes, etc. Alors ça, j'imagine, c'est un point important. J'aimerais bien qu'on y revienne sur jusqu'où tu pousses tu vois, la précision là-dessus, dans ce que tu dois être, sur ce sur quoi tu dois te mettre toi-même dans ton usine. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un truc qui m'a frappé, même si ce sont dans mes différents podcasts, j'ai enregistré avec Alex Boisis de Deal. Tu vois ce que c'est, Deal? Oui. D-E-E-L. Qui font du portage salarial au niveau international. Bon, il y a un peu d'infra quand même là-dessus, pas de capex, je pourrais dire, hein, parce qu'il faut quand même avoir une boîte dans chaque pays pour pouvoir être capable de porter des salaires partout. Mais en fait, quand tu regardes sa valo, il crée ça en 2019, fin 2023, sa valo est de 12 milliards. On peut commenter cette valo dans tous les sens, peu importe. Elle est de 12 milliards sur la dernière levée de fonds. Et il explique pourquoi c'était pour lui-même placer assez haut sa levée de fonds pour pouvoir emprunter ensuite facilement. 12 milliards, c'est plus que Renault, que la valo de Renault. Tu te dis, en fait, quoi qu'il arrive, est-ce que dans des entreprises industrielles, tu peux faire ce genre de choses? Est-ce que t'as pas un plafond quoi qu'il arrive? Est-ce que en fait, ça veut pas dire que c'est annulé, que tu peux. Moi, je serais très content de rentrer dans ta boîte à une valo à 50 ou 100 millions et puis qu'elle en va les 5 milliards. Hein, je suis le premier heureux. Mais est-ce qu'elle peut valoir 50 milliards? Est-ce qu'elle peut valoir 500 milliards? Est-ce qu'elle peut valoir 5000 milliards? En fait, finalement, dans les entreprises industrielles, il y a un coût supplémentaire qui est qu'on prend trop en compte par rapport à la réalité que ça représente. Ce coût supplémentaire, c'est CAPEX, d'accord? C'est vraiment l'investissement dans du mobilier, l'immobilier qui est complètement qui est physique, d'accord? Mais quand on compare par exemple la création d'une marque, création d'une marque aussi, c'est énormément d'investissement en termes de cash. Et c'est du cash qui ne va pas dans quelque chose de solide, qui va quelque chose de complètement intangible, mais qui a aussi de la valeur. D'accord? Et en fait, finalement, la marque, c'est un actif. L'usine et ses lignes de production, c'est aussi un actif. Donc finalement, que vous créiez une marque ou que vous créiez un actif industriel, c'est la même logique. C'est des investissements avec un retour sur investissement. Et est-ce qu'on peut avoir dans l'industrie des retours sur investissement énormes? Oui, à condition dans un marché qui est suffisamment profond, premièrement. Et la deuxième condition, c'est de pouvoir faire des marges. D'accord. Et c'est là où la technologie rentre en ligne de compte. C'est à partir du moment où vous faites quelque chose d'unique et désirable, vous pouvez avoir un modèle ultra rentable. Et les modèles ultra rentables donnent des valorisations importantes. Et dans la food, le marché de la food, c'est juste gigantesque. Si on regarde rien Tout le monde a besoin de manger tous les jours. Exactement. Le marché de la viande, à lui de ça, c'est plus d'1 trillion.
D'accord. Donc en fait, la sky is the limit. Vraiment, il y a. J'aime On bien peut faire des. Je trouve que ton analogie, j'y avais jamais pensé. J'avais jamais vraiment pensé comme ça. Nous, tu sais, chez OVNI, on n'a pas peur de faire de l'industriel. On en a déjà fait. On est en train d'en faire on fait un 7e investissement et c'est un dossier qui se rapproche un peu d'un Miami dans l'histoire, dans le côté CAPEX Indus. Et c'est vrai que c'est une bonne manière de le voir. Les gens le voient comme un investissement moins scalable, initialement, mais en fait, une fois que tu contrôles ta marge et que tu as ton actif industriel, ouais, tu peux être beaucoup plus rentable. Mais donc, si on revient sur la question de Mathieu, comment tu fais pour arriver à cette prochaine étape de dire un jour, je vaudrais 5 milliards? Tu auras tes usines, des boîtes qui licencient ta techno. Et certes, tu seras un multiple de chiffre d'affaires, plus faible que le SaaS, mais en fait, tu auras cette capacité de production qui te permettra de monter ton chiffre d'affaires plus rapidement. Je sais pas en fait. Pas forcément plus rapidement. Finalement, si on regarde notre modèle, en fait, un investissement CAPEX de 20 millions, ça fait 60 millions de chiffres. C'est-à-dire que si demain, on peut faire 50% de marge, en fait, ça fait 30 millions de marge additionnelle. Tu veux dire l'investisseur peut mieux évaluer rapidement, tiens, mon investissement, c'est ça va me permettre de dégager ça. Et c'est 20 millions pour 60 millions la première année, mais la deuxième année, c'est seulement 5 millions pour 60 millions. Alors, ça descend pas aussi radicalement. C'est vrai qu'après, il y a des optimisations qui sont faites, hein, parce que typiquement, notre première ligne, c'est un bijou technologique avec des paramètres qu'on peut faire varier de plein de manières différentes. On a fait ça pour dérisquer le passage à l'échelle. On s'est dit, s'il y a des ajustements à faire, on les fera. Maintenant, c'est avec notre deuxième ligne, on n'a pas besoin d'investir dans quelque chose d'aussi pointu technologiquement, puisque en fait, on connaîtra les paramètres qui optimisent le procédé. Donc c'est vrai que d'année en année, et puis en plus, on a créé un partenariat long terme avec nos fournisseurs, donc c'est-à-dire que l'année prochaine, pour nos fournisseurs, ça va coûter beaucoup moins cher de construire la ligne, puisqu'ils l'auront déjà construite une fois. Et donc, il y a plein d'effets, effectivement, qui vont faire baisser les CAPEX, mais en fait, investir... typiquement, si on compare la création d'une marque, une marque qui marche sur un lancement, déjà, ça met 10 ans à créer une marque. Tu investis à peu près 1 euro en communication pour faire 1 euro de chiffre additionnel. D'accord ? Donc, si on compare au CAPEX, nous, nos 20 millions, ils peuvent donner jusqu'à 60 millions de chiffres. Et en termes de com, vu qu'on a un modèle avec très peu de communication, on est proche de zéro. Et du coup, là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Il y a une vraie valeur derrière ces investissements CAPEX, du fait, encore une fois, je me répète, mais du fait de notre unicité qui fait qu'on arrive à faire des marges puisqu'il n'y a pas de concurrent, quoi. Ce que, tu vois, je regarde en même temps, 263 milliards, c'est la valeur en dollars de Coca-Cola. Bon, c'est pas mal, hein, déjà, on prend, mais non, ce que ça me fait penser, c'est qu'il y a autre chose qui doivent pas être dans tes CAPEX, j'imagine, mais que tu n'as pas trop dans les business en software, SaaS, tech, même si tu as de l'énergie, un minimum, des salaires, etc. Mais tu as des matières premières qui mobilisent beaucoup d'argent, de la logistique ensuite. Alors, est-ce que c'est toi qui la payes ou tes clients? Je sais pas. Mais tu as énormément de choses qui vont autour, qui sont là pour le coup du flux. En plus, plus tu grossis, plus ça te coûte. C'est pas dans les CAPEX, ça, si? Non, ça c'est les OPEX. OPEX, oui, d'accord. C'est les dépenses opérationnelles, c'est les coûts variables typiquement. Exactement. Donc par exemple, pour faire 1 kilo de notre blanc de poulet, peut-être qu'il va faire 1,5 kg de matières premières, d'accord ? Et donc du coup, effectivement, il y a des dépenses, des coûts variables. C'est ça qui fait que, contrairement à une SaaS où je ne sais pas quels sont les ratios, mais vous êtes peut-être 90% de marge ou 80%, j'en sais rien, ça doit dépendre des SaaS. Nous, c'est vrai que c'est difficile de dépasser 50%. Mais en fait, encore une fois, on fait des produits alimentaires. Tout le monde mange tous les jours, plusieurs fois. Et la profondeur de marché compense aussi cet effet de finalement les marges sont plus faibles. Ouais. Non, mais je comprends. Mais on te challenge volontairement. Hein. C'est un peu l'idée d'essayer de pousser ce truc au max. Sachant qu'il y a quelque chose. Alors, deux remarques que je peux me faire et que je me suis fait en t'écoutant, c'est que Bernard Arnault est l'homme le plus riche du monde, ou souvent en tout cas, un jour sur deux. Bon, c'est de l'industriel. On va appeler il sauterait au plafond s'il nous entendait dire que c'est de l'industriel. Mais en vrai, derrière, c'est de l'artisanat at scale. On peut dire ça comme ça, sinon.
Et l'autre remarque, je l'ai perdue, elle va me revenir juste après. Mais t'as un truc à dire. L'autre remarque, non, c'est peut-être ça, c'est en fait quand on t'écoute, ouais, ça peut être VC compatible, mais ce qu'on Mais nommait... c'était la souveraineté, pardon, sur lequel je Vas-y, voulais vas-y. venir. Non, parce que voilà, c'est VC compatible, mais en fait, politiquement, je disais, il y avait des menaces, mais c'est que quand même, on veut aussi de plus en plus, alors particulièrement sur le food, hein, plus qu'ailleurs, parce qu'en fait, tout le monde mange tous les jours. Donc à un moment, en fait, en Europe, en France, on va vouloir quand même pouvoir ne pas trop dépendre sur l'énergie, sur le food, je crois qu'on est dans Il y a une un ère enjeu. post-mondialisation, dans lequel, en fait, peut-être que si la BPI te finance aussi bien, ou si, voilà, il y a quand même des enjeux de souveraineté qui sont hyper importants et qui vont aussi asseoir des valos versus même les États-Unis qui sont très importantes. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, c'est vrai, surtout dans un monde qui est de plus en plus conflictuel, c'est vrai que c'est vraiment important pour chaque pays, pour assurer sa sécurité alimentaire, de pouvoir être capable de produire ses propres aliments. Et c'est là aussi où il y a un jeu à jouer. Donc déjà en France, donc déjà sur la partie financement, évidemment, le gouvernement est ravi. Et d'ailleurs, ils nous ont beaucoup aidés. Nous, Miami, ils nous ont beaucoup aidés. On pourra revenir dessus de plein de manières différentes. Accompagné. Et ils nous ont accompagnés, ils nous ont aussi aidés sur, voilà, par exemple, on a racheté l'usine d'Unilever qui faisait soupe et les sauces Knorr dans l'Est de la France. Sur ce rachat, il y avait des dizaines et des dizaines de logisticiens qui voulaient se positionner. Mais le gouvernement, entre construire une usine alimentaire qui va permettre de nourrir les Français et un entrepôt Amazon, exactement. Voilà, c'est un cliché, donc c'était pas pour faire les entrepôts Amazon en l'occurrence. Mais c'était la même chose que j'avais pas forcément. Ouais. Mais en fait, évidemment, on préfère construire des usines alimentaires. C'est beaucoup plus stratégique. Ça coûte combien? Une usine? Ouais. Enfin non, mais de racheter un truc comme ça. Là, en l'occurrence, nous, comme on avait Bercy de notre côté, globalement, on l'a racheté à un prix complètement décoté par rapport à si c'était un entrepôt qui rachetait. 10 millions. Alors là, en l'occurrence, on l'a racheté 2,5 millions et ensuite, évidemment, on a racheté énormément de travaux après. Mais voilà, donc on est aidé par le gouvernement pour contribuer à la souveraineté alimentaire, effectivement. Et pour rentrer un tout petit peu dans le détail là-dessus, tu fais énormément de travaux après, ouais. Mais tu le rachètes avec des employés, j'imagine. L'objectif, c'est de préserver de l'emploi. Alors là, en l'occurrence, on est dans le grand test. Okay. Le grand test, c'est le plein emploi total, même pas 2% de chômage. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que à l'époque où Unilever a fait un plan social, tout le monde quasiment a retrouvé un emploi dans la foulée. Donc parce que ce que j'allais dire, c'est qu'est-ce que tu fais de ces gens pendant que tu fais les travaux? C'était ma question qui arrivait derrière, mais si tu ne regardes pas, bon, il n'y a pas le sujet. Alors il y avait 4 personnes sur le site qui ont continué à travailler avec nous. Et donc effectivement, on était ravis de les garder parce que premièrement, c'est des personnes qui sont particulièrement talentueuses. Et ensuite, parce que c'est des personnes qui connaissent parfaitement l'usine. Et une usine de 15 000 m², il vaut mieux connaître les petits recoins, les subtilités. Ça reste un outil technologique. C'est pas juste des murs, quoi. Il y a tout un système. Il y a des utilités, il y a du chaud, du froid, de l'électricité, etc. Il faut vraiment connaître un site comme ça pour pouvoir bien l'exploiter. Mais je rebondis sur ta question. Tu es dans plein emploi, tu gardes que 4 personnes. On te dit, ah non, mais l'industriel, c'est pas VC compatible parce qu'il faut que tu embauches pour scaler. Ouais. En fait, comment tu as fait pour... Aujourd'hui, vous êtes 130 et vous êtes combien dans l'usine? Alors en fait, on a 50 équivalents temps plein et 75 personnes qui travaillent. On a fait travailler 200 personnes pour la construction de l'usine. Et comment tu fais pour casser cette réponse qui est de dire non mais parce qu'en fait ce que j'entends, ça n'a pas été si facile d'embaucher 75 personnes. Ah oui, ça a été assez compliqué, mais on a en fait comment dire, en théorie c'est compliqué. Et là encore, ce qui est intéressant, c'est que nous, on arrive avec une approche innovante, on est une start-up et du coup, on a employé des méthodes un peu différentes. En l'occurrence, chez Miami, on a organisé un énorme barbecue avec nos produits et on disait à tout le monde de venir avec leur CV. On a fait ce qu'on appelle un job eating. J'adore. Et en fait, il y a des opérateurs, des techniciens, enfin bref, tout le personnel d'une usine qui cherchait un emploi, qui est venu à la base pour faire un barbecue et potentiellement voir s'il y avait un emploi potentiel. Et en quelques semaines, on avait embauché nos 50 premiers employés dans l'usine. Et ça, c'est vrai que ça a surpris tous les locaux qui étaient là. En fait, à côté, vous avez Merckx qui n'arrive pas à recruter, à staffer ses équipes. Et vous arrivez et on a débauché carrément. Tu sais ce qu'on va faire? On va faire ça avec OVNI, mais on va faire l'inverse.
on va faire un barbecue dans lequel nous, on paiera la nourriture, on dira aux gens de venir avec leur argent. Et comme ça, ils pourront investir dans OVNI, tu vois, si on les sélectionne. Ouais, mais justement, les On personnes... sélectionne que ceux qui ont le plus d'argent. C'est simple. Non, c'est pas vrai. On discrimine. Les personnes qui ont de l'argent ne sont pas forcément attirées par de la nourriture gratuite. Qu'est-ce que t'en sais Attends, les gens qui ont de l'argent, généralement, ils aiment économiser aussi, tu vois. Bon, ça dépend de la nourriture que tu mets en face. Attends, un bon barbecue, tu aimes tout le temps. Non, mais t'as pas idée de quel point on est géniaux chez OVNI. Pardon, j'arrête là. Non, mais ravi si on a pu partager une idée. Merci. Non, c'est vrai que c'est toujours le truc intéressant. Moi, ce qui m'interpelle dans cette démarche pour le côté VC, enfin investissement, c'est comment tu fais il doit y avoir les tours de table. Toi, tu es rentré avec Newfound, en fait, avant OVNI, en seed. En seed. Moi, j'avais déjà cette thèse de me dire, tiens, s'il y a de la tech au cœur du produit, on peut avoir des retours de venture. Mais la question, c'est donc le play, comme on dit dans le software, enfin dans tout ce qui est digital, c'est assez simple. Tu as du pré-seed, seed, série A, série B, série C. Tu sais à chaque fois pourquoi tu rentres. En série A, tu as commencé à monétiser, à trouver ton modèle économique, généralement. Série B, tu as besoin de scaler, etc. Toi, tu es en série B, série C? On arrive en série B, ouais, on va lancer ça dans quelques mois. Au total, tu es à plus de 100 millions de levées. Ouais. Donc, tu es des séries B costauds. Ouais, mais donc, quel est le là-dessus? À quel moment tu lèves? Tu lèves le site sur un PowerPoint aussi. Qu'est-ce que ta série A, t'as fait quoi? C'est avant de faire l'usine, j'imagine. Ça doit changer pas mal. En fait, dans la deep tech, c'est-à-dire ces entreprises technologiques qui mettent beaucoup de temps avant de mettre un produit sur le marché, il y a des gens qui font des séries D, E, F avec 0 € de chiffre. En fait, il n'y a plus de benchmark. Il n'y a vraiment plus de benchmark. En fait, ça marche vraiment à est-ce que des investisseurs sont prêts à croire que ce que tu es en train de construire pourra faire de la valeur plus tard. C'est pas une question de est-ce que combien tu as de chiffres, combien tu as de marge, etc. Voilà. C'est en fait la question que tout le monde se pose, qui est la bonne question, c'est au moment où je vais vendre les parts dans cette société, quelle est la valeur que je vais pouvoir en tirer. Et ça, en fait, il y a plein de méthodologies différentes. Je pense qu'au niveau du VC, ça se fait de manière assez intuitive, plus qu'avec des business plans qui vont jusqu'à 10 ans. Parce que c'est très, très compliqué de savoir quel chiffre d'affaires que tu vas faire, parce qu'il y a tellement de variables, c'est d'une complexité infinie. La beauté de ce que tu as construit, c'est qu'en fait, très rapidement, tu as pu projeter du chiffre d'affaires. Et tu as pu te dire, en fait, ton seed, tu dis, je vais valider la techno, le passage à l'échelle. Ton pré-seed. On a fait un seed tout de suite. Ouais. Ta série A, tu t'es dit... Vas-y, excuse-moi. En fait, il y a une vidéo de Voici qui explique un petit peu comment on finance une deep tech. Mais en gros, l'idée, c'est que à chaque fois, entre 2 tours de time, il faut que tu aies montré que tu as atteint des milestones très importants. D'accord ? Ces milestones, c'est pas des milestones de chiffre d'affaires. C'est pas des choses qui sont... C'est du qualitatif pur. Et toi, tu as réussi à faire les deux. Tu as réussi à montrer un peu de chiffres et des milestones techno très forts. On a réussi à montrer des projections de chiffres parce que notre produit était suffisamment unique pour faire signer à des gros industriels un contrat qui disait « Je promets d'acheter pour tel volume à tel prix, telle année ». Donc, on n'avait pas le chiffre d'affaires déjà réalisé, mais on avait la traction qui est prouvée. Et avec aussi des sécurités pour nous, c'est-à-dire que si jamais les industriels ne faisaient pas le chiffre qu'ils promettaient, ils nous devaient des pénalités. Donc ils avaient des grosses incentives pour nous acheter le produit. Donc ça rassure effectivement sur notre capacité à générer du chiffre d'affaires. C'est ce qui nous a permis d'obtenir les emprunts bancaires, ce qui nous a permis de lever de l'argent, etc. Ce qui est important là-dedans, c'est que toi, parce que j'étais en train de me dire finalement, c'est pas si risqué peut-être, c'est peut-être moins risqué que certains trucs en SaaS, mais... Toi, tu dois quand même être capable de livrer dans les temps, notamment. Enfin, ta promesse, ton usine, ça doit être un sacré délire. C'est un challenge, parce que en fait, nous, quand on regarde les mois, on brûle le plus de cash avant de commencer à produire. On brûle 2 millions par mois, quoi. Donc en fait, si les 3 mois de retard. C'est ça. Les 3 mois de retard vous coûtent 6 millions d'euros. Donc vaut mieux pas trop être en retard. Donc tu es sur le chantier un peu souvent, regarder les gens. Ta pause clope, elle a fait 12 minutes, là, c'est un peu trop.
Alors, moi, j'étais pas sur le chantier. Très honnêtement, j'ai recruté des personnes qui ont construit 30 usines avant et qui géraient ça d'une main de maître et qui me permettaient d'avoir la confiance sur ce sujet-là pour aller travailler sur les autres dimensions du projet, le financement, les partenariats. Ce qu'on attend d'un CEO en VC et qui est souvent dur pour un CEO, un CEO excuse-moi, de la part d'un VC, parce que souvent le CEO il a tendance il tarde à déléguer en fait. Il tarde à passer sur les projets plus importants Mais ça c'est quelque chose que tu as réussi à faire, quoi. Et nous, on avait un enjeu de rapidité d'exécution pour plein de raisons différentes. Vous l'avez construit en combien de temps votre usine ? L'usine, on l'a construite en 1 an. Mais c'est vrai que quand on a un industriel qui vient et qui voit la complexité technologique de notre ligne, la longueur, je veux dire, c'est une ligne de 100 mètres, c'est un truc gigantesque, quoi. Et quand on a des industriels qui visitent l'usine, ils ne nous croient pas sur l'idée qu'on a pu construire ça en 1 an. Et en fait, la réalité, c'est que l'usine, l'ex-usine d'Unilever, on l'a acquise en décembre 2022. Et en décembre 2023, on a livré 2000 magasins au Royaume-Uni. Et donc ça, je pense que c'est un comment dire, c'est un exploit lié à 2 facteurs. Le premier, c'est qu'on ne se rendait pas compte de la difficulté. Ouais, Même j'en mettrais un troisième. Le deuxième, c'est que on avait une équipe qui était super engagée, super talentueuse et expérimentée aussi. Et ça joue beaucoup. Et la troisième, c'est que mine de rien, on était en Alsace. Et en Alsace, les gens travaillent bien, quoi. Les gens travaillent efficacement, rapidement, et ils tiennent leurs promesses, quoi. Et du coup, ces 3 facteurs combinés nous ont permis, sachant qu'on avait un contrat qui datait d'il y a longtemps, qui disait qu'en décembre 2023, on allait livrer. Toute l'année, on a travaillé comme des malades pour arriver à livrer en décembre 2023. On était à 1 semaine près de pas livrer. Non, mais alors, si je me dis que c'est normal d'être 1 semaine près, parce que de toute façon, dans un délai aussi short, mais moi, je voudrais qu'on aille un tout petit peu plus loin avant de pouvoir finir cet épisode sur le comment, parce que ce que tu dis, c'est typiquement, on n'avait pas idée de la difficulté. Donc, typiquement, là, c'est quand même le coup à se dire, bon, ben, en fait, au début, on a perdu 3 mois ou 6 mois à faire ça, et puis en fait, faut quand même être, quand t'as pas idée, faut quand même être très très vite mobilisé. Enfin, est-ce que tu as des choses très très concrètes? Je sais pas, tu dis des gens expérimentés, talentueux, tu vas les chercher d'où? Enfin, quels sont les vrais trucs qui ont été game changer dans cette dans tout ça? Est-ce que le jour 1, vous avez quand même mis une pression max? Est-ce que vous aviez une orga où tu dis tu avais moins 1, moins 2, moins 3, ça doit être fait comme ça? Est-ce que tu peux nous donner 2-3 tips? Il y a plusieurs choses. Je pense qu'il y a l'avantage aussi de l'âge des fondateurs. On avait tous 23 ans quand on a lancé Miami. Et, sauf une de nos associés qui a 5 ans de plus que nous. Et, Vieille donc. Et, ouais, ça. et en fait, quand on lance si jeune une boîte industrielle, on sait qu'on ne sait pas en fait. Donc on est obligé de s'entourer. Et donc du coup vraiment sur chaque poste clé on s'entourait des meilleurs. Et pour s'entourer de ces meilleurs là, il faut connaître les gens qui sont très bons, qui peuvent nous recommander d'autres gens qui sont très bons. Et souvent nous ça se fait comme ça. On a recruté typiquement notre CTO Sylvie Breton qui a apporté dans l'équipe des gens qui sont exceptionnellement bons aussi. Mais c'est le coup à se faire totalement bananer, c'est ce que je veux dire. Excuse-moi, je te pousse là-dedans parce que tu vois, quand t'es jeune et que tu sais pas, tu t'entoures de gens qui savent et qui te disent non, 1 an, c'est pas possible. Et tu vois, c'est là où il y a un moment, tu te dis, bon, travailler avec un Elon Musk, ça doit être un enfer parce que je crois que son grand talent, c'est de dire, mais en fait, je m'en bats les couilles, tu vois. 1 an, c'est pas possible, tu vas faire 9 mois, chérie, tu vois. Et il est comme ça, et il te fout la pression et il vire les gens qui n'y arrivent pas. Et c'est un tyran, tu vois. Je veux dire, c'est un avantage comme un inconvénient, mais comment tu t'en sors là-dedans, tu vois? Est-ce que tu as dû le vivre, ce que je te dis, en fait? Les gens ont dû te dire, c'est pas possible, Tristan. En fait, les gens me l'ont pas dit. Je pense parce que très probablement je me suis entouré de personnes extrêmement optimistes, mais qui derrière se donnaient les moyens de leurs ambitions. Et je pense qu'il y a un élément culturel chez Miami, il y a une phrase qu'on répète tout le temps, c'est par la porte ou par la fenêtre. On ira pas. La deadline, c'est ça. Et on a eu la chance d'être né dans un contexte d'abondance financière. Et du coup, ça nous a permis d'aller chercher les raccourcis. Typiquement, c'est pas naturel quand on crée une startup industrielle d'avoir un engineering leader comme on a recruté aussi rapidement, aussi tôt dans l'aventure. Notre pilote semi-industriel était pas fini d'être construit.
qu'on avait déjà recruté l'engineering leader, qui est la personne qui allait être le grand architecte de l'usine, qui était une des plus grandes stars de Danone pour ses compétences en ingénierie. Et donc, en fait, on a pris en compte cette question d'abondance financière pour se dire, en fait, on ouvre les vannes qu'il faut ouvrir pour aller vite. Et le paradoxe dans l'histoire, c'est que très probablement notre projet industriel a coûté beaucoup moins cher en ouvrant les vannes très fort que si on y était allé doucement. Parce qu'en fait, quand on construit une deep tech comme la nôtre, vous commencez par la recherche, ensuite vous rajoutez le développement, ensuite vous rajoutez l'ingénierie, ensuite la production, etc. Et en fait, il y a des coûts fixes. Et je veux dire, chacune des équipes que je viens de citer a son moment d'utilité extrême. Et au début, c'est la recherche, c'est le développement, etc. Et vous voulez minimiser le temps des équipes en dehors du temps de leur utilité extrême. Et en raccourcissant les délais comme on l'a fait, certes, nos coûts de structure aujourd'hui sont peut-être costauds par rapport à un chiffre d'affaires qui vient à peine de démarrer en décembre. Mais en revanche, on a tellement réduit les délais que finalement, le budget qu'on a mis derrière notre usine est tout petit, en fait. Et donc, ça, c'est des réflexes plus de start-up qu'on ne trouve pas du tout dans les grands groupes, qui ont une approche beaucoup plus traditionnelle des choses, qui nous ont permis, effectivement, d'aller extrêmement vite. Et donc, j'espère ne pas être un tyran, entre guillemets, comme tu présentais Elon Musk, mais c'est vrai que cette dimension de c'est pas possible de le faire en 12 mois, du coup on le fait en 9, ça fait partie de la manière avec laquelle on a géré Miami, pour le meilleur, pour le pire, mais surtout pour le meilleur, parce que finalement on a réussi notre pari. Et l'autre chose dont je me rends compte, c'est que finalement, certes, il y a eu des moments où l'équipe travaillait beaucoup plus que dans d'autres entreprises, mais en fait, le résultat est tellement gratifiant que finalement, ça crée une fierté qu'on a chez Miami, qu'on ne va pas forcément trouver dans une startup. Si je peux rajouter un mot, parce que tu parles d'abondance financière, il y a aussi la capacité de deux jeunes de 24 ans, 25 ans, à convaincre des gens de 45, 50 ans de venir travailler pour eux. Donc, il y a ça, je pense que... Et de les financer aussi pour d'autres. Enfin, je veux dire, donc... dans un milieu que tu connais pas. Ouais. Sur une promesse. Et donc il y a ça, et je pense que tu n'en parles pas assez, mais c'est normal, toi tu es quelqu'un d'assez humble, et de deux, tu combines ça, ou tu me dis si je me trompe, hein, et tu combines ça au fait que, tu viens de le dire, dans le projet Deep Tech, nous ce qui nous passionne en tout cas chez OVNI, c'est de se dire, ce projet s'il fonctionne d'ici 10 ans, il aura complètement repensé son industrie. Et toi il y a quelque chose de très fort, moi je me sens que je t'avais entendu à l'ouverture de votre pré-usine, je ne sais pas comment on appelle ça, votre labo, je crois que ta ligne elle permet de sauver la vie de 75 millions de poulets par an. Ouais, c'est ça. La ligne qu'on a construite à Strasbourg, c'est 75 millions de vies sauvées. Et donc, non seulement il y a toi qui convainc quelqu'un de 50 ans qui était la numéro... Un poulet par français, quoi. Pardon. Oui, c'est exactement ça. Sylvie, tout à l'heure tu parlais de Sylvie. Sylvie, elle avait un poste très haut chez les Mousquetaires. Agro Mousquetaires, elle était CTO d'Agro Mousquetaires, un groupe qui fait plusieurs milliards de chiffres, et de Le Sieur aussi, le leader dans les huiles végétales en France. Tu la convaincs alors que tu n'as même pas levé ta série A, enfin, où tu as... Et en fait, non seulement il y a toi, je pense qu'il y a cette force que vous avez, les entrepreneurs, et surtout il y a cette mission qui est une belle mission et qui prouve, on revient, et je pense que on est sur la fin, mais on revient au sujet du début. Vous êtes une société industrielle, deep tech, la tech est au cœur du produit, et cette tech va permettre de complètement repenser ce secteur de la food, et on l'espère à 10 ans... on mangera, je pense que vous l'avez tous entendu, mais on mangera 2 jours par semaine du poulet, mais du poulet végétal. On mangera des steaks, mais des steaks végétaux. Des vrais steaks végétaux. Vous m'entendez, les lobbies Non, mais je trouve que ce qui est intéressant, et voilà, moi, ce que je crois aussi, c'est que ce qui m'a convaincu, en tout cas dans un épisode avec Nicolas Schweitzer de La Vie, donc un de tes confrères dans cet univers, c'est qu'en fait, moi, je suis pas comme toi, je suis pas vegan. Cela dit, me dire que je mange du porc animal, d'un animal qui a jamais vu l'extérieur, dans 98% des cas, je dis peut-être une connerie, mais voilà, honnêtement, vraiment, ça m'emmerde en fait, tu vois, ça me pose un énorme problème. Me dire que je mange un bon cochon
d'Espagne, de Corse ou d'Italie ou d'Aoste qui a été, alors pour le coup en Corse, hein, j'en vois, mais qui ont été bien traités, qui ont vécu dehors, qui ont mangé des châtaignes et des choses comme ça. Bon, honnêtement, je trouve ça ok. Mais l'industrialisation de la mort de ces animaux me convient pas vraiment, en effet. Donc, je pense que le fait de se dire à un moment, tout ça, on s'alimente de ces choses-là sans vraiment les kiffer. Et puis, en plus, quand tu vois comment c'est fait, te dire, bon, ok, j'adhère pas à ce truc-là. Ça, moi, je trouve que c'est une percée phénoménale. Et je pense que c'est ce qui est vraiment intéressant dans ces modèles, en tout cas. Puis tu dis 75 millions de poulets. En fait, je pense que là où il faut aussi un peu... Tu peux pas faire des campagnes comme ça, mais là où il faudra un peu dire aux gens, bah, vas-y, c'est leur dire, tiens, t'as déjà vu se faire un poulet se faire égorger ou pas? J'ai déjà vu, ouais. Ouais, moi j'ai déjà vu, aussi. Et je vais te dire, t'as pas très envie, en fait. Je le ferai pas moi-même, tu vois. Et voilà. Donc, après, il y a d'autres choses sur lesquelles, tu vois, je vais même pas rentrer là-dedans. Mais... donc très intéressant, je crois qu'on a fait un bon tour dans tout ça. Moi j'ai quand même besoin de savoir où et quand en France je peux goûter ce que tu fais. Alors, on est déjà présent dans un premier restaurant qui s'appelle Fura, qui est vraiment un endroit où on fait venir des personnes qui veulent goûter le produit en avant-première pour Paris. Et après, on est... Fura, c'est où? C'est dans le 2e. Ok. Et, je peux pas commander, sinon en sur ligne Internet, tu peux. Si, Ouais. tu peux commander Voilà. sur Vegetal Food. Ok. Tu peux commander les produits. Tu Et peux aller sur sur quel notre nom? site internet Ah ouais, et c'est indiqué. tu as un lien qui t'amène là-dessus. On mettra ça dans J'en ai acheté, si tu veux, Ok. je t'en apporte. grave. Il fallait que je goûte avant bien le sûr. podcast. Ouais, Trop donc cool. c'est disponible pour le moment, surtout encore une fois à l'étranger. Ça arrive en France dans les mois qui viennent. En septembre, on devrait déjà commencer à être dans pas mal de chaînes de restaurants. Mais pour le moment, voilà, sur Internet, chez Fura. Très bien. T'as fait du cash-out sur ces différentes levées? Ça, c'est une info que je préfère garder pour moi. Ça veut dire oui. Tu vas investir dans OVNI? Tu vas investir dans OVNI? Ouais, j'y crois dans OVNI, vraiment. Ok. Donc ouais, ça me ferait Il plaisir. a pas Après, dit je sais pas oui. si je peux mettre la taille de ticket que vous attendez, mais... On peut toujours s'arranger. Il a pas dit oui, il a pas dit oui, mais moi je vois 2 oui dans ce qu'il a dit. Il est chaud, Mathieu. Merci, Tristan. Merci beaucoup, bravo pour j'ai envie de dire Miami, mais je me suis trompé ou pas? Non, c'est ça. Oui, j'allais dire Mimi, mais non, mais ça c'est un autre. Et puis j'aimerais vraiment tester ça, goûter ça très très vite. Donc bon, bravo. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci, Augustin. À plus tout le monde. Abonnez-vous sur ce podcast ou sur la chaîne YouTube. Voilà, allez-y et puis partagez autour de vous des gens qui hésitent à investir dans l'Indus parce que c'est le turfu, l'Indus. C'est le turfu.